Et on commence cette émission avec Olivier Van Stock. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur associé d'Agile Buyer. Alors c'est un cabinet de conseil en achat opérationnel et vous publiez donc Achat justement aux éditions Erol. Manager ses achats et ses fournisseurs, optimiser la qualité, les coûts et les délais, négocier, sécuriser et innover. Alors c'est un vaste programme. Et c'est vrai que là en ce moment, la question des achats redevient un peu centrale parce que tout le monde parle de pénurie, crise des approvisionnements, des tensions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Du coup, est-ce que les achats c'est le point de départ de tout? Est-ce que finalement les achats ne sont pas suffisamment considérés aujourd'hui comme une question stratégique? Alors, les achats sont de plus en plus considérés, sont de plus en plus stratégiques quand on reprend votre bandeau, mais c'est facile à comprendre. Quand on vend pour 100, on achète pour 60, et en général, on en a pour 30 de ressources humaines et de salaire. Donc, les achats ont un poids financier considérable. Mais ils n'ont pas qu'un point financier. On le voit en ce moment avec la crise, effectivement. Il y a une gestion des risques fournisseurs qui est extrêmement importante. Il y a une gestion de l'innovation. Quand on est en train de dire que 60% de la valeur, elle vient de l'extérieur, l'innovation, elle vient de l'extérieur. Il y a un impact sur le cash, il y a un impact sur aider à améliorer le chiffre d'affaires. Donc oui, il y a un rôle qui est important et qui est de plus en plus important. Plus ça va, plus on voit les directions achats qui rentrent dans les comités de direction et donc qui sont là avec le partenaire principal de l'entreprise. Et ça veut dire que, si vous me dites aujourd'hui, les achats rentrent de plus en plus dans les comités de direction, ça veut dire que c'était précédent à la crise, cette tendance de oui, tout à fait, oui. De lui donner une place centrale. Il y a une étude qu'on présente en général tous les ans chez vous, qui est publiée avec Agile Buyer et le CNA, où on voit que plus ça va, tous les ans, plus on voit que les directeurs achats sont membres du comité de direction. Tout à fait. Et ça, c'est pas une révolution, c'est une évolution qui se fait step by step. C'était le cas dans l'automobile, dans l'industrie, et puis les services y viennent, et plus ça va, plus les services y viennent, plus maintenant même la fonction publique ou parapublique prend en compte la dimension achat. Vous parliez de sécuriser les achats et c'est vrai que la question, elle se pose encore plus aujourd'hui avec toutes ces ruptures d'approvisionnement qu'on peut connaître. Est-ce que c'est seulement possible de sécuriser des achats dans une économie mondialisée? Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, par exemple, on ne pouvait pas forcément le prévoir. Alors, il y a deux choses. Il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites, qui sont des loupés. Maintenant, d'une façon générale, quand on a un approvisionnement qui est stratégique, certains des achats ne sont pas stratégiques, d'autres le sont. Eh bien, on les sécurise. Comment on peut les sécuriser? Une technique très utilisée, ça va être le double sourcing. Vous donnez 80% à un fournisseur et 20% à un autre. Donc 20% à un fournisseur de proximité et 80% à un autre. Encore faut-il pouvoir avoir un fournisseur de proximité? Alors, c'est vrai. On ne peut pas toujours avoir un fournisseur de proximité, mais ça permet de sécuriser en général. Ça, c'est des choses qui sont faites, par exemple, dans l'habillement, dans le textile, depuis très longtemps. En général, la première vague de vêtements vient de Chine, la deuxième du nearshore, ça peut être le Maghreb. Donc c'est des choses qui sont classiques. Et le double sourcing sont des choses qui sont faites quand on a anticipé. Mais votre point, il est juste, c'est que de temps en temps, il y a eu une naïveté. Je prends un exemple très simple. Ce qui arrive à l'automobile avec l'électronique, ça devait leur arriver. Ils ont fait preuve d'une naïveté extraordinaire, les constructeurs automobiles. Très simplement, soit il y a un fournisseur qui pourrait représenter 70% des approvisionnements de composants électroniques. Et à l'inverse, chez ce fournisseur... Chinois, je suppose. En l'automobile, oui, plutôt, on va dire, asiatique, on va dire, pour faire plus simple. L'automobile représentait que 10%. Or, l'automobile, donc il y avait un déficit, c'est-à-dire que grosso modo, pour l'industrie automobile, ce fournisseur était important, mais pour ce fournisseur, ce client n'était pas important. Ouais. Et donc, ils auraient dû le voir à l'avance. Sauf que du haut de leur puissance, eh bien, effectivement, ils ont eu un petit problème de vision à ce moment-là, effectivement. Mais c'est la responsabilité du directeur des achats de se dire il faut que j'aille scruter le marché de mon fournisseur, de regarder comment il répartit son chiffre d'affaires pour ne pas, moi, me trouver en difficulté. Ah bah évidemment. Il faut comprendre cette situation de dépendance. Il faut comprendre la relation de force qu'on peut avoir. Dans le livre Achat, d'ailleurs, on explique bien des matrices sur les niveaux de rapport de force. Mais c'est difficile pour des très grosses organisations de se dire que dans certains cas, elles sont en position de faiblesse absolue par rapport à des fournisseurs qui peuvent être beaucoup plus petits qu'eux. Et ça fait partie de la professionnalisation des achats, d'avoir une vraie vision stratégique, de se dire dans quel rapport de force est-ce que je suis aujourd'hui avec mes fournisseurs. Et on va adapter le comportement par rapport à ça. Si on a besoin d'innovation, si on a besoin de capter l'innovation de ces fournisseurs, eh bien, on va avoir une façon de travailler avec eux qui va être très, très différente d'un fournisseur où on le met en appel d'offres et puis, de toute façon, on a plein de gens qui sont équivalents. Si on est sur des fournisseurs, il faut faire un travail qui va être un long terme avec lui, ou qui par nature est un travail de court terme. Vous ne travaillez pas de la même façon et donc vous allez
vous adapter par rapport à ces différentes problématiques, à ces différentes typologies. Et sur le double sourcing, quand c'est pas possible, quand on a un fournisseur qui est en monopole, comment est-ce qu'on se fait? Là, on n'a pas le choix. Alors, c'est intéressant. Sur les fournisseurs en monopole, il y a plusieurs façons de travailler. Un grand classique, c'est de dire un fournisseur qui est en monopole sur un produit ne vend probablement pas qu'un seul produit. Et donc de travailler avec lui globalement en disant, OK, le produit A, il est en monopole, mais vous vendez aussi B et C. Et si on se faisait un petit deal global pour ne pas être... Donc ça, c'est une démarche effectivement à avoir. Mais le job des directions achats aujourd'hui, c'est de devenir le client préféré de son fournisseur, de créer une relation différente. Je vous donne un exemple connu. Et aujourd'hui, il y a un fournisseur qui est un peu qui est incontournable, c'est Apple. Il y a un groupe de distribution qui bosse mieux avec eux que les autres, c'est la Fnac. Parce qu'ils ont compris ce qui intéressait à Apple pour qu'eux-mêmes soient mieux servis. Donc très clairement, même avec des fournisseurs monopolistiques, si vous les comprenez bien, si vous travaillez bien avec eux, eh bien, vous pouvez en tirer plus que vos concurrents. Puisque l'important, c'est d'être dans de meilleures positions que le concurrent. C'est exactement ce qui se passe avec la crise. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait une pénurie, c'est que vous soyez moins bien servi par votre fournisseur que le concurrent. Parce qu'à la limite, la situation concurrentielle, elle est là, elle existe, mais il faut être mieux servi que l'autre. Donc aujourd'hui, la question de la pénurie, c'est juste qu'est-ce que je fais mieux que mon concurrent pour pouvoir livrer. Si vous n'avez pas, je ne sais pas si vous vendez du vin français et que vous n'avez pas les conteneurs pour envoyer dans les pays d'exportation, vous ne vendez pas. Et c'est celui qui vend le plus, par exemple, des vins spiritueux, c'est celui qui aura le plus de conteneurs pour aller vendre dans les pays de destination. Mais c'est presque contre-intuitif, en fait, ce que vous êtes en train de me dire. Finalement, c'est à l'acheteur de choyer son fournisseur et pas l'inverse, alors que financièrement, le rapport est dans l'autre sens. Mais enfin, évidemment que c'est contre-intuitif, mais les relations, et c'est ça tout le sujet, c'est qu'effectivement, le fournisseur est souvent en position de force, même s'il ne veut surtout pas vous le dire. Et il ne veut pas vous le dire directement, ou vous n'avez pas envie de le voir. Et cette situation, elle est extrêmement classique. Aujourd'hui, on a développé dans le livre achat un concept qu'on appelle d'acheteur. Donc, il y a la contraction de acheteur et vendeur. Parce qu'aujourd'hui, les acheteurs doivent vendre les besoins de leur entreprise et doivent faire que leur fournisseur voudra plus leur donner l'innovation, par exemple. Je prends un exemple. Dans le FMCG, je ne sais pas, les Danone, les L'Oréal, une innovation, c'est souvent un nouveau packaging. D'accord ? Danone et L'Oréal, par exemple, ne fabriquent pas leur packaging. Ils ont des fournisseurs qui le font. Eh bien, l'innovation venant du packaging, il faut que le fournisseur de packaging il ait envie de leur donner l'innovation à eux et pas aux concurrents. Et ce qui fait qu'eux auront un produit innovant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler avec ces fournisseurs? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait le produit avant les concurrents? C'est tout le job qu'il peut y avoir, soit pour avoir les produits, soit avoir les produits les premiers. Parce que l'innovation ne vient pas de la fonction achat directement, elle vient du sous-traitant en fait. Alors oui, elle peut venir de l'interne, mais la majeure partie du cas, elle va venir des fournisseurs parce que c'est les sachants. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué au départ, plus ça va, plus l'entreprise a laissé ce qui n'est pas cœur de métier à ses fournisseurs. À partir du moment, c'est eux qui ont développé l'expertise, ils ont développé l'expertise, et donc c'est eux qui apportent l'innovation. Mais c'est terrible, ça veut dire qu'on est dépendant sur tous les plans en fait, quand on est acheteur. On peut être dépendant. On est dépendant sur l'innovation, on est dépendant sur le sourcing, on est dépendant sur tout. On peut se retrouver en situation de dépendance, pas uniquement, parce qu'il y a des marchés qui peuvent être concurrentiels, et dans les marchés concurrentiels, effectivement, on pourra plus faire jouer la concurrence, et donc aller là où on veut. Mais oui, c'est-à-dire que les fournisseurs qui sont innovants, ben évidemment, ont leurs clients à leurs pieds, c'est sûr. Et vous parlez d'ailleurs plus de rénovation dans le secteur des achats que d'innovation, pourquoi ? Alors effectivement, c'est un peu provoquant, mais tout le monde parle d'innovation. Moi, j'ai plus tendance à parler de rénovation parce que souvent, on n'invente pas, on réinvente. On n'invente pas tous les jours l'ampoule, l'imprimerie, le PC. Non, ça c'est de temps en temps, mais c'est très très rare. Et en fait, on rénove la plupart du temps, et tant mieux, parce que ça coûte moins cher. Je prends un exemple classique, un produit qui avait l'air très innovant, qui était l'iPad d'Apple. Ben, en fait, ils l'avaient déjà sorti 5 ou 6 ans avant. Ils l'ont refait, là le marché a répondu, tout le monde a dit que c'était une innovation, pas sûr. Et en fait, et on rénove, ma grand-mère disait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Voilà. Eh bien, c'est un peu le même principe. On reprend les anciens concepts, on va les remixer, et ça fera quelque chose d'efficace. Après, il faut l'adapter au marché. Mais on fait par petites touches, par itération, et c'est moins l'innovation, effectivement. Et tous les concepts qu'on trouve innovants,
aujourd'hui, en fait, ils existent depuis très très longtemps. Mais sauf ils ont été mis au goût du jour, ils ont mixé deux choses anciennes et ça en fera une qui peut avoir de nouvelles. Surtout, ne dites jamais à un directeur de l'innovation qu'il est directeur de la rénovation. Ça va mal se passer sinon. En rentrant le soir chez lui, il n'aimerait pas. Oui, c'est sûr. Et toujours sur ce segment de l'innovation, vous citez un exemple que je trouve intéressant. C'est dans une compagnie d'assurance, il y a eu la fonction d'acheteur d'innovation. Alors oui, parce qu'il y a des moments où, un peu comme on essaie d'avoir des acheteurs, non pas par famille d'achat, mais par projet, on veut créer cette innovation. Parce que l'innovation, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Parce que innover, c'est se planter très souvent. Si on cherche un produit innovant, il y a beaucoup de chances qu'on se plante plus souvent que pour un produit pas innovant. Et donc, il faut accompagner ça. Ça veut dire qu'il faut donner le droit à l'erreur. Il faut accepter qu'on puisse être dans une situation où il y aura des dépenses qui vont servir à rien. Et puis, après, dépenser de l'argent pour aller plus loin avec les fournisseurs. Parce que faire une vraie innovation, donc créer quelque chose de nouveau, coûte plus cher que de reprendre de l'ancien. Et ça fonctionne dans des modes projets qui doivent être décalés du court terme, dans certains cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fonctions d'acheteur innovation. Ça marche très, très bien, ça, dans l'aéronautique. Dans le secteur technologique, on va dire que ça fonctionne évidemment. C'est peut-être plus culturel aussi, dans le secteur technologique. Ça peut être culturel, mais il faut qu'il y ait une place dans l'organisation pour cette fonction. Voilà, pour qu'elle soit identifiée et qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Alors, l'autre gros levier qui m'intéresse, c'est la RSE. Évidemment, on parle beaucoup d'achats responsables. Il y a un label maintenant qui existe. Il y a un observatoire des achats responsables. Oui. Est-ce que c'est vraiment mis en place dans les entreprises ou est-ce que ça reste du à la marge parce que ça nécessite de revoir peut-être la quasi-totalité de la supply chain ? Alors non, c'est des choses qui peuvent se mettre d'une façon assez incrémentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne démarche RSE ? D'abord, il faut être clair sur ce qu'on veut. Ça peut paraître tout bête, mais il faut être explicite. Et tout le monde ne veut pas la même chose. Si vous êtes dans la production, vous serez impacté par tout ce qui peut être carbone. Si vous êtes dans un métier qui est beaucoup dans l'humain, dans les people, eh bien, ça va être le S, le social du RSE qui vous intéresse. Donc, il n'y a pas une politique, il y a des politiques à avoir. Il faut être clair. Il faut l'expliquer aux fournisseurs. C'est pas intuitif, il faut expliquer ce qu'on veut, vers où on veut aller et ce qu'on attend d'eux d'une façon précise. Et la dernière chose, c'est qu'il faut vérifier que ce soit le cas. Voilà. Donc, on a les moyens de vérifier que c'est le cas quand on est directeur d'achat d'une grosse boîte, d'aller vérifier que le petit sous-traitant fait ce qu'il faut ? Pas tout le temps, surtout, ce serait faux de dire que c'est le cas. Maintenant, il y a des instituts annexes qui le font, enfin séparés qui le font, puisqu'ils le font sur plusieurs entreprises. Et après ça, il y a, pour les endroits les plus sensibles, le fait d'aller visiter soi-même ses fournisseurs. Le principe, c'est ce qu'on appelle le KISS, Know Your Supplier. Et plus on connaît bien le fournisseur, mieux on travaille avec lui et on peut vérifier ce genre de choses. Il y a des endroits où, effectivement, les risques qui sont plus ou moins forts, évidemment, les pays où on travaille, où on peut faire travailler les enfants, vaut mieux aller vérifier sur place sans dire à l'avance qu'on vient visiter l'usine. Oui, c'est évident. Voilà, pour faire une petite surprise, pour savoir ce qu'il en est. Mais oui, la RSE, mais en fait, il faut le comprendre. Aujourd'hui, les besoins sur la RSE viennent du consommateur final. Madame Michu, quand elle est dans son supermarché et qu'elle tend la main, il y a des produits pour lesquels elle voit un impact. Donc, ça remonte la chaîne. Donc, il y a une obligation d'aller vers ce genre de système. Je ne vais pas vous même parler du bio qui fonctionne tellement bien. Qui est un peu en train de redescendre là. On a bien vu. Certes, mais bon, il y a une tendance de fond. Donc oui, mais maintenant se dire que la RSE ça a complètement pris toutes les entreprises, ce ne serait pas le cas. Non, mais c'est comme le Made in France, tout le monde en parle, mais c'est pas encore complètement dans tous les achats. C'est vrai, sauf que le Made in France, on y a maintenant des intérêts financiers directs. Quand on peut raccourcir les cycles de vente, aujourd'hui on sécurise la supply chain avec le Made in France. Et on voit combien c'est important. Et ça peut être très, très, comme on parlait, du double sourcing. Le deuxième fournisseur, il est en France et ça fait du sens. Merci beaucoup Olivier Von Stock. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Agile Buyer et que vous publiez donc Achat aux éditions Erol. Merci.